Paris. Ouais, il y a encore des participants qui arrivent. On va peut-être pouvoir démarrer, effectivement. Hein. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, Laetitia, Fad et moi-même, on a le plaisir de vous proposer aujourd'hui une restitution du challenge de modélisation numérique que l'on avait lancé au printemps. Alors, avant de commencer la présentation, peut-être quelques consignes. Gardez vos micros coupés pendant la présentation. Euh, Si vous avez des questions ou des commentaires, notez-les directement dans le chat. On pourra y répondre à la fin de la présentation. Et puis, de ce fait, la présentation, elle se fera d'une seule traite. Donc, on abordera les différents sujets dans la présentation et on pourra répondre aux différentes questions à la fin. Normalement, la séance est enregistrée, je pense. Et donc, la présentation sera disponible dans les prochains jours sur le site du CFMS. Donc, on peut passer au deuxième transparent pour présenter le déroulé de la séance. Donc, on va faire dans un premier temps un petit rappel du contexte et puis un bilan des différentes participations que l'on a eues à ce challenge de modélisation. Et puis après, on balayera les 3 sujets qui avaient été proposés, donc fondation superficielle, fondation profonde, remblai sur sol compressible. On vous présentera à chaque fois un petit rappel du sujet, quelques observations générales, et puis une analyse un petit peu détaillée des résultats. Et puis on terminera par une synthèse de l'ensemble de l'exercice. Donc en termes de contexte, on est donc ici pour vous restituer une première édition d'un challenge de modélisation numérique. C'est la première édition, donc pour nous, c'est l'idée que ce principe sera reproduit à l'avenir. Dans ce premier challenge de modélisation, on avait proposé d'aborder 3 sujets assez simples, des sujets un peu classiques de géotechnique, donc fondation superficielle, fondation profonde et remblai sur sol compressible. Et on avait aussi imaginé de faire le travail en 2 phases. Une première phase où le sujet est présenté, je dirais, de manière habituelle par rapport à des questions d'ingénierie, description de l'ouvrage, du cas de chargement et surtout des données géotechniques réelles, alors que ce soit des essais in situ ou des résultats d'essais de laboratoire. Et notre objectif, c'était, au travers des réponses, d'analyser la pratique de modélisation, comment est-ce que les participants définissent le modèle, la géométrie et les ingrédients, avec un focus particulier sur le modèle de sol utilisé et la détermination des valeurs de paramètres à partir des données géotechniques réelles. Pour la phase 2, on a proposé un modèle beaucoup plus fixé, beaucoup plus précisé en termes de dimensions, en termes de modèle de sol à utiliser, modèle minimum de sol à utiliser et de paramètres. Donc, tous ces éléments étaient donnés dans le sujet. Et notre objectif était de faire une analyse comparative des résultats des différents participants, notamment vis-à-vis de la précision numérique du modèle. Donc, le bilan que l'on peut tirer de ce challenge, c'est au total un nombre de participants que vous voyez ici. Pour la phase 1, 20 participants. Pour la phase 2, 15. Et puis, donc, une répartition des participants un petit peu différente suivant les exercices. Donc, l'exercice 1, c'était fondation superficielle. Vous voyez qu'on a eu un nombre assez important de réponses venant d'étudiants ou d'ingénieurs appartenant à des bureaux d'études avec une expérience relativement modérée, inférieure à 5 ans, et puis aussi des participants avec une expérience un petit peu plus importante, donc entre 6 et 10 ans ou au-delà de 10 ans. Sur l'exercice 2, fondation profonde, vous voyez qu'on a peut-être plus majoritairement des réponses provenant de jeunes professionnels ou d'étudiants. Et à l'inverse, sur l'exercice 3, donc sur le remblai sur sol compressible,
un profil un petit peu plus marqué vers un petit peu plus expérimenté, je dirais, avec aucune réponse provenant d'étudiants, mais des réponses de professionnels, de jeunes professionnels en bureau d'études ou de personnes ayant une expérience plus importante. Donc, le premier message que l'on veut passer, c'est un grand merci à tous ceux qui ont participé, et notamment donc, aux jeunes, alors incluant étudiants et puis jeunes professionnels. Et une chose qui n'apparaît pas sur le descriptif, sur le transparent, c'est qu'on a aussi eu le plaisir d'avoir un nombre de participants étrangers, alors, francophones, mais de pays étrangers, qui est assez intéressant. Donc, on est assez content de cette participation de pas seulement de la communauté française, mais aussi de la communauté francophone. Donc, on peut passer à au premier exercice, les fondations superficielles, et je vais laisser la parole à Laetitia pour cette première partie. Alors, pour ce premier exercice qui concernait les fondations superficielles, donc on rappelle brièvement les énoncés qui avaient été transmis. Donc déjà, dans un premier temps, on vous avait proposé de regarder deux types de semelles, donc avec deux géométries différentes, les semelles circulaires et les semelles filantes. Et donc, on avait, pour la première phase, deux types de sols, un sol sableux et un sol argileux. Donc, sur l'étape 1, donc, comme l'a indiqué Fabrice, on était sur des données d'entrée classiques qu'on peut avoir dans un dossier géotechnique. Donc, à savoir des essais d'identification comme la teneur en eau, la granulo, et des résultats d'essais in situ, donc notamment résultats des essais pressiométriques et résultats CPT. Donc, pour la première étape et la deuxième étape, on était sur un modèle de comportement de sol avec des modèles avec des dimensions figées et des lois de comportement à minima définies, donc définies en général par les caractéristiques de cisaillement et les modules, essentiellement. Pour la présentation des résultats, on va vous présenter les résultats qu'on considère clés et qui ont été aussi les plus facilement exploitables avec toutes les données qu'on a pu recevoir. Donc déjà, dans un premier temps, les tassements. Les tassements pour une descente de charge de LS quasi permanent et la capacité portante et la courbe de chargement. Donc, en référence au guide, notamment le chapitre 6 du guide CFMS, donc les différents points clés à gérer pour la modélisation des semelles. Donc, dans un premier temps, il y avait la loi de comportement. Les points clés dans la loi de comportement, c'était le module de déformation, car c'est relié directement au tassement de service. Et donc, toutes les amplitudes de tassement qui peuvent être observées dans le résultat sont en lien direct avec ces valeurs de module qui ont été définies, notamment pour la première phase, à partir des données pressiométriques. Et le deuxième point, c'est le critère de plasticité. Et donc, ce point-là apparaît notamment vis-à-vis de la charge de rupture ou éventuellement de la charge de service quand des caractéristiques faibles ont été retenues et que la plasticité était atteinte très rapidement. L'autre point à définir pour les ouvrages de type semelle, il s'agit des interfaces. Donc, les interfaces vont avoir une influence sur la réaction du sol sous la base de la fondation, et en particulier quand on a un chargement incliné. Donc, interface en particulier au niveau de la base des fondations. Et le dernier point à gérer dans les modèles, c'était les conditions limites. Donc, un point important, la condition de symétrie, en cohérence avec le chargement, et donc les largeurs de modèle, donc largeur et profondeur de modèle. Donc, ce qu'on a pu voir en exploitant les résultats, c'est que donc on a eu 5 à 13 réponses selon les conditions géométriques et de chargement. Donc, on était sur des semelles circulaires, semelles filantes. On a eu beaucoup plus de réponses pour les semelles filantes et moins de réponses pour les semelles circulaires, en particulier dans le cas d'un chargement incliné.
On a eu la chance d'avoir des réponses avec 4 logiciels, donc qui étaient Plaxis, FLAC, ZSoil et César. Donc une belle diversité de logiciels aux éléments finis, avec néanmoins une majorité de réponses avec le logiciel Plaxis. Et en termes de lois de comportement, donc on est essentiellement sur des lois de comportement de type Moore-Coulomb. On a eu quelques réponses avec des lois de comportement de type Hardening Soil Model et essentiellement 1 à 2 réponses avec des lois une loi de comportement Hardening Small HSS. Donc, vis-à-vis des résultats pour la phase 1, à partir du dossier géotechnique classique, donc ce qu'on voit de façon générale, c'est que les semelles filantes ont été modélisées en 2D, en déformation plane, et les semelles circulaires, on a eu 2 types de réponses, en 2D axissymétrique pour le chargement vertical et en 3D pour le chargement vertical et le chargement incliné. Vis-à-vis des réactions du sol sous la fondation. Donc, on avait demandé de sortir les réactions. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on avait des valeurs quand même avec des variations significatives, s'agissant quand même d'un point de contrôle pour les utilisateurs, qui permet notamment de garantir qu'on a appliqué la bonne descente de charge au niveau de la fondation. Donc voilà, donc malgré tout, des variations significatives et des fois des réponses incohérentes qui méritent vraiment sur ce type de résultats d'avoir une rétro-analyse de ces résultats. En termes de tassement, on a observé des variations très significatives sur les tassements de service, donc qui s'expliquent souvent par le choix des modules. Donc, à titre d'exemple, pour les sables, on a eu des réponses avec des valeurs de modules qui variaient de 60 à 75 MPa, donc entre la fourchette basse et la fourchette haute. Donc, on voit bien que dans ce cas-là, on aura des valeurs très différentes de tassement. On vous a demandé également le profil de tassement avec la profondeur. Ce qu'on observe également, c'est que on a plusieurs réponses avec des tassements non nuls à 12 mètres de profondeur, qui sont liés également avec les lois de comportement retenues et donc les paramètres intégrés dans ces lois de comportement. En termes de courbe de chargement, on a également une grande variabilité des résultats. Et donc, on observe notamment que certaines courbes restent dans le domaine élastique, alors que d'autres atteignent très rapidement la rupture. Et donc, dans ce cas-là, on voit vraiment une influence directe des caractéristiques de ces éléments retenus, vu que dans la première phase, ce n'était pas une donnée d'entrée. Donc, en termes de tassement et de charge de rupture, pour les semelles circulaires sur sol sableux, donc on a des tassements qui sont très variables, qui vont globalement de 1 cm à 9 cm pour la même charge de service, avec une moyenne entre 2,5 cm. On vous a fait figurer sur le graphique la valeur de tassement obtenue à partir de la méthode pressiométrique. Donc on voit qu'on obtient des tassements qui sont majoritairement plus élevés que ce qu'on obtient par la méthode pressiométrique pour ce cas de figure-là. Et en termes de charge de rupture, on voit également une difficulté à atteindre la charge de rupture qui atteint 9 méganewtons pour une semelle circulaire sur sol sableux, selon la méthode pressiométrique. Donc une réelle difficulté à obtenir ces chargements. Pour les semelles circulaires sur sol argileux, on obtient des tassements qui se rapprochent de la valeur obtenue par la méthode pressiométrique, avec néanmoins une grande diversité, donc des valeurs qui peuvent atteindre 7 à 12 cm de tassement, donc qui d'ailleurs devraient appeler à s'interroger sur les résultats de modèles, dans la mesure où on est vérifié avec la méthode pressiométrique et des valeurs relativement faibles,
Du coup, des valeurs aussi élevées de tassement peuvent interpeller quand on se contrôle dans les calculs. Et en termes de charge de rupture, en revanche, on atteint des valeurs qui se rapprochent de la méthode pressiométrique. Alors, en termes de semelles filantes sur sol sableux, donc là également, on a une grande variabilité de résultats, donc avec des résultats qui vont globalement de 2 à 10 cm de tassement, et un comparatif de l'ordre de 1,6 cm avec la méthode pressiométrique. Concernant la... Alors, attendez, si vous pouviez éteindre votre micro. Alors, en termes de charge de rupture, comme pour la semelle circulaire, sur un terrain sableux, on a des réelles difficultés à atteindre la charge de rupture qu'on obtient par la méthode pressiométrique. Donc, avec des valeurs qui sont majoritairement autour des 2000 kN par mètre linéaire, entre 1 et 3000, à comparer aux 5600 par méthode pressiométrique. Et vis-à-vis du sol argileux, donc on obtient également des tassements plus élevés, compris entre 4 et 8 cm en moyenne, et une charge de rupture, donc avec une grande variabilité également, qui en est de 500 à 3000. Mais on a quand même des modèles de calcul qui permettent d'atteindre la valeur obtenue par le modèle pressiométrique. On peut également regarder les résultats sous chargement incliné. Donc, on voit le même phénomène, en fait, les mêmes résultats en termes de sol sableux, avec une difficulté à atteindre cette valeur de charge de rupture qui est réduite du fait de l'inclinaison de la charge. Et par contre, on a moins de difficultés pour les sols argileux. Alors, on vous a fait figurer sur ces graphiques-là la comparaison avec un modèle théorique. Donc, quand on appelle modèle théorique, cela implique le calcul de la charge de rupture selon la méthode à partir des caractéristiques de cisaillement des sols. Donc, à titre d'exemple, donc ça peut justifier également pourquoi certains ont eu des difficultés à atteindre la charge de rupture dans leur modèle de calcul. Donc, on observe que pour les sables denses, donc, la charge de rupture à partir du modèle pressiométrique, donc on obtient 5,6 mN par mètre linéaire. Alors qu'on doit atteindre des caractéristiques de cisaillement particulièrement élevées, donc avec un angle de frottement de 40 degrés, une cohésion de 10 kPa, pour se rapprocher de cette valeur-là. Et des valeurs qu'on peut voir de façon plus usuelle dans des sables denses, donc de type 38 degrés, 0 kPa, on a une charge de rupture qui avoisine les 2,7 méganewtons par mètre linéaire, sachant que c'est à partir de ces paramètres de cisaillement qu'on détermine la charge de rupture dans les modèles aux éléments finis. Et donc voilà, donc là on voit directement pourquoi on a beaucoup plus de mal à atteindre la charge de rupture du modèle pressiométrique. En ce qui concerne les argiles, donc on vous a fait figurer deux jeux de paramètres, un angle de frottement à 25 degrés, une cohésion à 20 kPa, et un angle de frottement 20 degrés et 20 kPa de cohésion. Et donc on observe des charges de rupture comprises entre 800 et 1200 kN par mètre linéaire. Donc on voit que là encore, on a des charges de rupture qui sont plus faibles que celles obtenues avec le modèle pressiométrique. Mais malgré tout, on a une différence qui est quand même moins forte que dans le cas des sables. Donc voilà, ce qui peut expliquer aussi les comportements qu'on peut avoir dans les résultats de calcul
Et donc, il y a la difficulté des fois de réussir à appliquer la charge de service quand certains participants ont pu retenir des caractéristiques de ces aliments trop faibles. Donc, concernant la phase 2, dans ce cas-là, on avait un modèle de comportement imposé, donc avec une loi de comportement à minima, des caractéristiques de ces aliments définies, un module de sol défini et une géométrie de modèle définie. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des résultats qui sont moins dispersés qu'en phase 1. Néanmoins, on a quelques erreurs qui ont été observées dans les modèles de calcul, qui n'étaient pas forcément observées dans la phase 1. Donc, à titre d'exemple, dans le cas des semelles, on va avoir une modélisation 3D pour modéliser une semelle filante. Mais dans ce cas de figure, la semelle n'a pas été prise suffisamment longue pour modéliser réellement un comportement de semelle filante. Dans le cas d'une modélisation 2D axissymétrique, on a pu avoir un chargement incliné pour le chargement incliné des fondations circulaires. Donc dans ce cas-là, on doit passer en modélisation 3D parce que la modélisation 2D axissymétrique ne s'y prête pas. On a également quelques interrogations sur... après, c'est plutôt sur comment ont été remplis les fichiers de résultats. Donc, une modélisation 2D axissymétrique pour modéliser une semelle filante. Donc, dans ce cas-là, on est en 2D déformation plane. Et donc, l'énoncé qui n'a pas toujours été pris en compte avec un encastrement de 50 cm qui était demandé. Et donc, une semelle qui a été considérée directement au niveau du terrain naturel sans encastrement. Donc voilà quelques erreurs qui des fois peuvent expliquer qu'on ait des incohérences dans les résultats ou des résultats qui ne sont pas complètement similaires aux autres résultats obtenus. On peut voir également des différences dans la courbe de chargement, notamment avec l'utilisation de la loi HSS. Donc, les paramètres n'ont pas toujours été intégralement justifiés. Et donc avec des fois quelques paramètres erronés et donc soit une rupture prématurée dans un cas de figure ou soit des tassements très faibles pour la semelle filante dans l'autre cas de figure. Donc qui peut être lié aux différents paramètres de cette loi HSS qui est beaucoup plus complexe à intégrer dans les modèles de calcul car cela nécessite beaucoup plus de paramètres. Et donc, on a une courbe avec des tassements très faibles pour les deux types de semelles. Comme on n'a pas toujours reçu tous les détails des modèles de calcul, là, on a du mal à se l'expliquer. Donc, en termes de courbe de chargement, donc voilà, on est en effet sur des résultats qui sont beaucoup plus resserrés et donc qui restent dans des fuseaux qui permettent d'avoir des résultats qui permettent quand même d'avoir moins de dispersion dans le résultat. C'est d'autant plus flagrant pour la semelle filante. Donc on obtient des charges de rupture qui est une courbe de chargement qui avoisine, notamment vis-à-vis des tassements et sur les 2000 premiers kilonewtons par mètre linéaire. Vous voyez également les mécanismes de rupture qui ont été obtenus dans le cas des semelles circulaires et des semelles filantes. Donc on va passer au deuxième sujet qui a été proposé, donc les fondations profondes. On va utiliser le même processus de description description et analyse des résultats. Donc tout d'abord un petit rappel des exercices qui étaient proposés, qui sont illustrés sur la figure. Donc on a considéré un pieu, on a proposé de considérer un pieu de section circulaire, d'analyser son comportement sous des charges verticales et inclinées, alors verticales, latérales et inclinées. Et puis, chose particulièrement importante dans le cas des fondations profondes, c'est la prise en compte du mode de réalisation, du mode de mise en œuvre. Et là, on avait fixé l'hypothèse de pieux mis en œuvre par forage à la boue.
Pour les deux étapes, donc comme ça a été déjà présenté par Laetitia pour les fondations superficielles, on a donc une première étape dans laquelle essentiellement des données d'une étude géotechnique classique étaient fournies, donc à la fois des caractéristiques de laboratoire, des matériaux du type densité relative, teneur en eau, mais aussi et surtout des caractéristiques issues d'essais in situ, donc essais pressiométriques, essais CPT en particulier. Donc l'idée était en particulier dans cette première étape d'utiliser ces éléments de reconnaissance classique pour déterminer les paramètres à mettre en œuvre pour la modélisation du pieu et notamment son interaction avec le sol. Dans l'étape 2, on a fixé quasiment tous les paramètres du modèle, sa géométrie, les caractéristiques des matériaux à minima, en utilisant un modèle de comportement à minima, et on fixait également ces paramètres d'interaction entre le sol et la fondation. Les résultats clés que l'on a analysés, qu'on va vous présenter ici, donc ce sont l'étassement et la capacité portante, ainsi que la courbe de chargement, alors essentiellement courbe de chargement axiale pour l'étape 2. En termes d'analyse des réponses, si on peut... Ah non, pardon. Les points clés que l'on attendait avoir particulièrement géré. Donc, ce sont donc la question de la loi de comportement avec ces éléments, je dirais, habituels, modules de déformation pour ce qui est de la question du tassement de service et critères de plasticité pour ce qui est de la détermination de la charge de rupture. Un point très important dans le cas des fondations profondes, c'est l'interaction sol-structure, donc à la fois le comportement d'interface, frottement axial et réaction limite, et puis également la façon dont l'élément de structure en lui-même est représenté, donc soit par des éléments volumiques, soit par des éléments de type poutre. Et puis, dernier élément, toujours très important, les conditions limites. Donc, à la fois la prise en compte quand cela existe, des symétries du problème, et puis, d'une manière générale, la largeur du modèle pour pouvoir correctement représenter le comportement. Et là, il y a un point d'attention particulier en termes de conditions limites, c'est l'utilisation des modèles de type embedded BIM ou de poutres incorporées directement dans le modèle, notamment dans des calculs 2D. Alors, en termes d'analyse générale des résultats, voilà, donc sur la phase 1, donc encore une fois avec un dossier géotechnique classique, on a eu jusqu'à 9 réponses suivant les conditions de géométrie et de chargement qui ont été proposées. J'ai oublié de dire qu'il y avait deux types de sols qui ont été considérés. Un cas avec un sol sableux sur toute la hauteur et un cas avec un sol argileux dans une première frange et un sol sableux en pointe donc pour appuyer la fondation. Donc, jusqu'à 9 réponses au total. 3 logiciels ont été utilisés, comme pour les fondations superficielles, majoritairement Plaxis, donc que ce soit en 2D ou en 3D, quand le calcul 2D s'y prêtait. Et puis également une utilisation de FLAC et de César. En ce qui concerne les lois de comportement, c'est très majoritairement la loi de comportement Morcoulon qui a été utilisée. On a dans un cas, on a un exemple d'utilisation du modèle Hardening Soil, donc dans le cas de l'utilisation de Plaxis en particulier, et le modèle P2P Sand dans le cas d'utilisation de FLAC, même si le recours à ce modèle-là n'était pas forcément très bien argumenté. P2P Sand, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un modèle essentiellement qui est utilisé dans le cadre de problématiques sismiques et notamment de la représentation de la liquéfaction des sols. En termes de représentation de la fondation, donc ce sont soit des éléments volumiques qui ont été utilisés, avec à ce moment-là des interfaces avec le sol qui sont séparées, enfin en tout cas qui sont à définir
par ailleurs, ou encore le principe d'une poutre intégrée, donc, qui associe directement l'interface avec le modèle de structure, donc avec à la fois en 2D ou en 3D. Un petit bilan sur les réponses qui ont été fournis, quelques éléments d'analyse. On a essentiellement eu des analyses 3D. Il n'y a finalement sur l'ensemble que 3 réponses qui ont fait appel à des calculs en 2D axisymétriques. Donc, c'est essentiellement le cas de la charge verticale qui s'y prêtait. Sur l'ensemble des résultats, finalement, quand on regarde, quand on fait un bilan, quand on analyse l'ensemble des résultats qui ont été fournis, on a au global 3 réponses qu'on peut considérer comme acceptables pour le sol 1, donc le sol sableux, et 4 pour le sol 2, donc l'association d'une couche d'argile avec une couche de sable en fond. Donc on a 4 réponses qui de ce fait nous semblent erronées, soit parce que la charge appliquée n'était pas celle que l'on souhaitait, celle que l'on avait demandée, soit parce qu'il y avait donc un problème en termes d'analyse de la physique globale du résultat, en particulier un profil d'effort vertical qui n'était pas physiquement acceptable. Donc ça met un doute sur l'ensemble des autres résultats qui ont été fournis, ou encore des cas de calcul axisymétrique qui n'étaient pas adaptés, alors, soit parce que la charge n'était pas verticale sur le pieu, soit parce que en fait, le pieu était mis à l'intérieur du modèle et en dehors de l'axe de symétrie du calcul. Pour ce qui est des réponses qu'on peut considérer comme acceptables, on a remarqué que 2 réponses faisaient explicitement ou clairement nous indiquaient que le module du sol avait été relié au module pressiométrique. Pour l'ensemble des autres réponses, malheureusement, on n'a pas forcément toujours de justification claire de la valeur retenue pour le module ou pour les autres paramètres. C'est un petit peu un défaut que l'on a pu identifier, c'est que même si le nombre de paramètres peut être assez important à fournir pour l'utilisation du modèle, malheureusement, la façon dont la personne a pu déterminer ces paramètres à partir des données géotechniques n'était pas souvent explicitée, donc on a un peu de difficulté à analyser cela. Pour ce qui est du comportement d'interface, donc entre le sol et la fondation, ce qu'on peut dire, alors notamment pour le frottement d'interface, c'est que ça peut être traduit de 2 manières différentes, soit par l'intermédiaire d'un frottement, donc, pour les aficionados de Plaxis, un frottement donc, traduit par ce qu'on appelle le T-skin, donc un frottement d'interface sur l'ensemble de la hauteur de la fondation qui était considérée comme constant, soit l'utilisation d'une interface où on a défini une cohésion et un angle de frottement. Et là, on a des résultats ou des propositions qui peuvent paraître un petit peu bizarres, dans le sens d'une cohésion nulle et un angle de frottement constant, donc différent de 0, ce qui n'est pas forcément adapté à la représentation du comportement d'un pieu, donc, notamment avec prise en compte de sa méthode de réalisation. Ou à l'opposé, une utilisation d'une cohésion constante et d'un angle de frottement égal à 0, donc ce qui peut être très facilement reliable avec une approche de type QS maximum mobilisable sur l'interface. Alors, si on regarde les résultats obtenus dans le cadre du pieu sous chargement vertical dans un sol sableux, ce qui était le premier cas. Donc, à gauche, les tassements obtenus, à droite, la charge de rupture identifiée. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que finalement,
en considérant que les deux cas qui sont notés 4 et 7 sont finalement correspondent à des cas erronés, de modélisation erronée. Les autres sont finalement donnent un tassement sous la charge de service qui est en dessous, voire légèrement au-dessus de ce qu'on peut considérer comme une valeur de référence, donc obtenue avec le règlement sur les fondations profondes, donc avec la méthode TZ de Franck et Zhao, avec un tassement de l'ordre de 0,4 cm. On est on sous-estime un petit peu le tassement par rapport à cette valeur de référence. Pour ce qui est des charges de rupture, vous voyez qu'on peut avoir une charge de rupture qui, au contraire, est supposée, qui est obtenue, qui est finalement supérieure à celle qui peut être issue d'un calcul pressiométrique, donc avec une grande disparité des résultats, donc avec des valeurs qui peuvent varier de à peu près 1500 jusqu'à quasiment 20 000 kN. Donc là encore, avec un questionnement que l'on peut avoir sur la validité de certains des résultats. Mais globalement, on retiendra un tassement plutôt sous-estime la valeur qu'on aurait avec le règlement classique et une valeur de charge de rupture supérieure. Si on regarde les résultats pour le matériau argileux, en tout cas l'association, si on regarde le cas de la charge transversale, donc la charge horizontale, là ce que l'on peut retenir, c'est que finalement on a une assez bonne homogénéité des résultats. Alors mis à part le cas numéro 4, qui est un cas qu'on a considéré comme erroné, l'ensemble des autres résultats donnent des déplacements en tête de l'ordre du centimètre, donc plus ou moins, ce qui est de manière assez flagrante, qui est voisin du résultat qu'on peut obtenir avec la méthode PY. Et puis, de la même façon, en termes de moment fléchissant maximum, qui était un des éléments que l'on demandait, eh bien, on a aussi en moyenne une valeur qui est assez voisine de ce que peut donner l'approche PY de Ménard, avec un moment de 160 kN. Pour le sol, donc argileux maintenant, à peu près les mêmes conclusions sur le tassement. On a un tassement qui est en moyenne assez proche du tassement proposé par la méthode TZ de Franck et Zhao. Donc finalement assez cohérent, des résultats assez cohérents avec cette approche-là, et un résultat encore plus cohérent quand on regarde la charge de rupture, à part le cas 3 que l'on a pu aussi éliminer. Tous les autres cas acceptables, je dirais, présentent une valeur de charge de rupture qui est très voisine de cette charge de rupture obtenue par la méthode pressiométrique. Pour le chargement latéral, comme pour le cas du matériau sableux, finalement, on a des valeurs qui sont de déplacement en tête et de moment fléchissant qui sont très voisines de qui sont à la fois peu variables, à part le cas 5 que l'on peut éliminer, mais autrement, on est sur des choses très voisines, enfin très peu de dispersion et finalement assez cohérente avec les résultats que l'on peut obtenir à partir de méthodes PY. Pour la phase 2, donc, pour laquelle, je vous rappelle, on a fixé le modèle, en tout cas en termes de dimension, de géométrie. On a donné le modèle de comportement à minima à utiliser. On a surtout proposé des valeurs de frottement latéral maximum QS et de contrainte maximum en pointe. Donc, on avait fixé les valeurs, on avait aussi fixé les valeurs de paramètres de sol, donc à minima pour un comportement de Mort-Coulomb. Et donc, ce que l'on peut retenir, c'est que finalement, dans l'ensemble des réponses que l'on a obtenues, on ne va vous présenter que le cas de charge 1, qui est le cas d'effort vertical.
pour lesquels on a suffisamment de réponses et exploitables. Pour les deux autres cas, donc charge horizontale et charge inclinée, on n'avait pas suffisamment de réponses pour pouvoir comment les présenter et les analyser. Donc, le cas de chargement 1 est fort vertical. On va voir la courbe de chargement qui est obtenue, l'ensemble des résultats qui sont obtenus. Vous voyez qu'on a tout de même des résultats assez disparates, ce qui est assez étonnant par rapport aux conclusions qu'on avait pu avoir pour la phase 1, où au contraire, on avait des charges de rupture qui étaient assez voisines, très voisines même. Là, on a quand même une très large gamme de résultats, donc avec des rapports de presque 1 à 10 entre les maximums des courbes obtenues, et qui, pour seulement deux d'entre elles, s'approche de ce qu'on peut appeler la charge de rupture théorique, donc celle que l'on peut calculer à partir des valeurs de QS et de résistance de pointe que l'on avait proposées dans les données d'entrée. Donc, c'est assez étonnant d'avoir cette disparité de résultats. On n'a pas pu trouver les origines de ces différences dans ce qui était proposé par les participants en termes d'indication sur la façon dont ces résultats avaient été obtenus. Donc voilà, ça conclut la partie sur les fondations profondes. On a maintenant le troisième exercice qui concerne les remblais sur sol compressible. Donc là encore, une petite présentation de l'exercice en lui-même. Donc vous avez sa géométrie sur le schéma de droite. Donc un remblai granulaire sur un sol compressible avec en intermédiaire, je dirais, une couverture sableuse. Donc, les hypothèses sur ce remblai sur sol compressible, les hypothèses que l'on fixait, c'était une construction en une seule étape, et puis des conditions de drainage que l'on indiquait donc en haut et en bas de la couche d'argile molle. Les deux étapes consistaient pour la première, à analyser le problème avec un dossier de laboratoire. Alors, contrairement au cas précédent, on donnait beaucoup de caractéristiques de résultats d'essais de laboratoire, notamment des essais oedométriques ou des essais des caractéristiques de résistance au cisaillement non drainé, donc des valeurs de CU pour différentes profondeurs à l'intérieur de la couche de matériaux argileux. Et donc, ce que l'on souhaitait voir, c'est la façon dont les participants utilisaient ces données pour pouvoir alimenter le modèle de comportement du matériau argileux qu'ils avaient choisi, et donc les paramètres qui sont associés. Là, dans l'étape 2, on a fourni donc l'ensemble des hypothèses, et notamment on donnait un modèle de comportement minimum avec les caractéristiques à associer. En termes de résultats clés que l'on souhaitait analyser et qu'on va vous présenter par la suite, donc les tassements, l'identification ou la représentation des tassements, et notamment au cours de la consolidation, donc depuis le T0 jusqu'à un T infini. Et puis également, on s'est intéressé à la stabilité générale, donc à la valeur de coefficient de sécurité, aussi bien à court terme qu'à long terme, que les différents participants obtenaient. Alors les points clés sur cet exercice, concernant la loi de comportement, on avait une question que l'on souhaitait voir, aborder, c'était celle des conditions initiales, et donc notamment de la prise en compte d'une légère surconsolidation qui existait dans la couche d'argile molle. Comment les règles de décrouissage et les critères de plasticité étaient identifiés, étaient représentés dans le modèle. En termes de couplage hydromécanique, ce qui est le point d'attention, c'est effectivement
savoir quelle est la règle de couplage utilisée et comment la résistance au cisaillement est contrôlée dans ce cas-là, cette situation de couplage hydromécanique. Et le dernier point, ce sont les mécanismes de consolidation et ce qui les pilote. Donc à la fois les aspects coefficient de perméabilité et puis les conditions limites utilisées dans la modélisation, dans le modèle. En termes de résultats, donc sur la phase 1, à partir d'un dossier géotechnique, ce qu'on peut qualifier de classique, on a noté donc au total 9 réponses. Je vous l'ai dit en introduction, sur cet exercice-là, on a peut-être un profil des réponses, enfin des participants qui ont un profil un peu plus expérimenté, ce qui peut, vous allez le voir, expliquer les résultats que l'on obtient. En termes de logiciels utilisés, on est très majoritairement sur l'utilisation de Plaxis. On a uniquement un cas d'utilisation de FLAC. Le calcul a été mené en 2D, avec soit un demi-modèle pour des raisons de symétrie du problème, ou un modèle complet. Et puis sur l'ensemble, on peut considérer qu'on a donc 6 réponses exploitables et 3 qui sont erronées. Alors soit parce que il y a eu un calcul axisymétrique, mais pas forcément dans des conditions, dans de bonnes conditions, ou encore parce que les valeurs de paramètres utilisées étaient manifestement erronées. En termes de modèle de sol utilisé, majoritairement soft soil, donc le modèle inclus dans Plaxis qui permet de traiter ce genre de questions. On a l'utilisation sur un cas du modèle Hardening Soil Small, sur un autre cas l'utilisation de CamClay, et enfin pour deux, une utilisation de Soft Soil, mais avec une option de fluage, donc l'option Creep. Comme j'ai pu déjà le mentionner précédemment, malheureusement dans cet exercice, les valeurs de paramètres utilisées n'ont pas forcément toujours été bien justifiées, complètement justifiées. On a plutôt une liste de paramètres que la façon dont le participant a pu analyser, comprendre, traduire les paramètres qui avaient été fournis, les valeurs de paramètres ou de caractéristiques qui avaient été fournies, comment il a pu les traduire dans les valeurs de paramètres à introduire dans le modèle de comportement de sol. On a souvent cette difficulté. Alors, en termes de résultats, on demandait tout un tas de choses, mais on a synthétisé ici les principaux éléments. Le tassement à l'axe du remblai, enfin le tassement voilà, sous le remblai, sous son axe. Vous voyez que sur l'ensemble des participants, finalement, on a des réponses qui sont assez où la dispersion est relativement limitée, donc on est entre 3 et 7 cm au maximum. L'ensemble de ces résultats ne tient pas compte enfin, c'est l'ensemble des résultats qui est présenté et on n'a pas éliminé les cas que l'on considère comme erronés. Vous allez les voir sur le graphique de droite avec le tassement à l'infini pour un temps infini, où on voit clairement apparaître deux cas avec des tassements très importants, 120 et plus de 110 cm dans l'un et l'autre cas. Ce sont les deux cas qui ont utilisé le modèle soft soil avec fluage. Et là, je dirais de manière assez symptomatique, ces deux cas ne sont pas acceptables, étant donné que les caractéristiques de fluage n'ont pas été explicitées. Et on peut douter de la pertinence des modèles dans ces deux cas-là. Pour tous les autres, ce que l'on peut constater, c'est que donc, le tassement instantané, globalement, le même ordre de grandeur, et les tassements pour un temps infini sont aussi du même ordre de grandeur, entre 20 et 25 cm de tassement, et ça correspond finalement assez bien à ce que l'on peut, à l'ordre de grandeur que l'on peut avoir en faisant un calcul analytique simple du tassement de la colonne de sol au droit de l'axe du remblai. Finalement, des résultats assez cohérents. Sur si on regarde les profils, si on ne regarde pas juste les valeurs en tête
du déplacement, mais si on regarde le profil de tassement dans l'épaisseur de la couche d'argile, on voit qu'on a aussi des résultats qui sont assez cohérents, même évolution, même type de profil, avec une disparité qui est tout de même assez faible des tassements. On a, pour ces deux graphiques-là, on a éliminé les réponses 1 et 6 qui correspondaient aux deux cas d'utilisation du mode fluage. Si on regarde les profils de déplacement horizontaux que l'on a pu récupérer en pied de remblai, donc on a aussi des résultats qui sont sensiblement, je dirais, qui ont en tout cas la même allure, une disparité peut-être un petit peu plus importante, mais tout de même qui reste acceptable. Donc à la fois pour le T0, donc juste au moment de la construction de l'ouvrage, ou pour le temps infini. Donc on a des profils qui sont sensiblement acceptables. Alors une autre chose qu'on peut mentionner, c'est que on a, si vous vous rappelez bien, un tassement au droit de l'ouvrage, au droit du centre de l'axe de l'ouvrage, qui était de l'ordre de 25 cm à T infini. Pour les déplacements horizontaux, on a quelque chose de l'ordre de 3 à 5 cm. C'est finalement assez cohérent avec l'ordre de grandeur que l'on a habituel d'un rapport de 1 à 5 entre ces tassements vertical à l'axe et déplacement en pied, déplacement horizontal en pied. Et ça, c'est à la fois pour le T infini, mais aussi pour le T0. On a cette même ordre de grandeur qui est respectée. Si l'on regarde maintenant les informations en termes de consolidation, de vitesse de consolidation que l'on peut traiter. Alors, on avait demandé en termes de réponse, on avait demandé des valeurs de tassement à t égale 0, t égale 10 ans, 50 ans et l'infini. Et ce que l'on voit tout de même apparaître ici, c'est que même si on a une cohérence entre des résultats de tassement entre t égale 0 et t infini, si on s'intéresse à la façon dont ces tassements se développent, à la façon dont la consolidation se développe au cours du temps, ben on a une disparité un petit peu plus importante quand même, suivant les résultats. Vous voyez notamment la consolidation à 10 ans, enfin le pourcentage de consolidation à 10 ans, on est entre 45% et 100% de consolidation. Donc ça veut dire que même si globalement les résultats semblent assez similaires, on a tout de même une différence de traitement, une différence d'interprétation ou de détermination des paramètres qui vont piloter la consolidation, que ce soit la perméabilité ou le module oedométrique du sol. Sur le mécanisme de stabilité, donc ça c'était le dernier élément que l'on demandait, donc avec une valeur du coefficient de sécurité à court terme, donc t égale à 0, et une valeur à long terme qui était demandée. Ce que l'on peut voir apparaître, alors là c'est l'ensemble des résultats, vous voyez une grande disparité de valeurs. Si on élimine les modèles qui nous ont semblé erronés, on est sur une valeur moyenne à court terme de l'ordre de 1,7 pour le facteur de sécurité et à long terme de l'ordre de 2. Donc on a tout de même une différence. Et puis l'autre point que l'on peut mentionner, c'est que vous voyez un certain nombre de réponses, notamment le 3, le 4 et le 8, où finalement il y a très peu de différence, voire la même valeur est fournie par le participant sur le facteur de stabilité à court terme et à long terme. Et ça, on pense que ça provient du fait que dans le calcul de stabilité, notamment à long terme, en fait, la résistance a été capée, a été limitée à la valeur de CU. Et on n'a pas de prise en compte de ces primes phi prime pour le calcul de résistance ou de facteur de stabilité à long terme. Sur la phase 2, si on peut passer à la phase 2, donc on a là encore un modèle de comportement complètement imposé, des valeurs imposées. On a eu 8 réponses au total, avec comme je disais tout à l'heure, le profil de participants plus expérimentés. Même chose, 2 logiciels, majoritairement
Il doit y avoir une petite erreur ici, on est à plus que, on doit être à 7 pour l'utilisation de Plaxis et 1 pour l'utilisation de FLAC. Toujours pareil, modèle 2D. Alors, encore une fois, avec l'option demi-modèle ou modèle complet, on a 6 réponses exploitables au total, 2 réponses qu'on peut qualifier d'erronées pour les mêmes raisons que les cas précédents. Et donc, en termes de résultats, on peut passer sur les résultats. Voilà, le tassement à l'axe, on voit qu'on a au global des tassements qui sont encore avec une faible disparité. Les cas 4 et 6 sont les deux cas que l'on a, qui nous semblent erronés et que l'on peut éliminer de l'analyse. Sur les tassements à l'infini, même chose. En éliminant les deux cas 4 et 6, on a quasiment un tassement à l'infini qui est identique pour l'ensemble des participants. Chose encore plus impressionnante, c'est les profils de tassement, donc AT égale 0, T infini. On s'aperçoit qu'une fois qu'effectivement on donne tous les éléments, toutes les caractéristiques, eh bien on a vraiment des résultats qui sont complètement reproductibles, qui sont très très peu dispersés, quasi superposés même, pour l'ensemble des participants. Le déplacement horizontal, même constat. Encore une fois, dès qu'on fixe les paramètres ou les hypothèses de manière assez forte, eh bien, on réduit très très fortement la disparité ou l'écart entre les différentes réponses. Sur le facteur de sécurité, la vitesse de consolidation, on a tout de même encore des différences entre la façon d'approcher la vitesse de consolidation suivant les cas. On a encore une petite disparité, même si elle s'est réduite, on a encore une petite disparité entre les pourcentages obtenus notamment à 10 ans. Et puis pour terminer, donc, sur le mécanisme de stabilité, donc, vous avez ici l'histogramme avec l'ensemble des résultats. Si on ne considère que les cas, donc si on élimine les cas 4 et 6, on a une valeur moyenne à court terme de 1,7, une valeur à long terme de 1,8. Donc, encore une fois, très peu de différence entre les valeurs à court terme et à long terme. Peut-être une explication, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, surtout quand on voit donc les résultats des calculs que l'on peut mener, notamment avec une approche de type Talrand. On voit que le calcul à court terme donne une valeur de 1,8 et le calcul à long terme une valeur beaucoup plus importante de 2,35. C'est peut-être le participant 2, enfin le cas numéro 2 qui s'approche le mieux de ces résultats. Il y avait tout de même à noter une certaine difficulté dans le cas qui était proposé, peut-être à avoir une bonne valeur finalement pour le calcul à long terme. Voilà, je pense qu'il termine la présentation des différents résultats. Donc, on peut maintenant passer à une synthèse. Je peux proposer peut-être à Fad de nous la faire, cette synthèse. Oui, effectivement. Donc, les principaux enseignements qui se dégagent des exercices qu'on a donnés, donc les résultats qu'on a récoltés, globalement, ce qui a été rappelé en introduction, c'est qu'on a volontairement imaginé cette première édition avec des exemples élémentaires pour lesquels on sait ce qu'il faut trouver. Donc, en fait, on a des points de repère analytiques, empiriques, etc., ce qui ne correspond pas évidemment à, ce sont des exemples pour lesquels on n'a pas besoin d'un modèle élément fini pour faire le dimensionnement. Mais néanmoins, on a volontairement voulu faire l'exercice, en tout cas appeler les participants à faire l'exercice pour des cas où il y a des points de repère. Et c'est ce qui nous permet donc de juger de la pertinence ou la représentativité des résultats, sachant que dans la pratique, on n'a pas toujours ces points de repère-là, puisque quand on va se servir d'un modèle élément fini, c'est pour des situations beaucoup plus complexes. Et donc, les principaux enseignements, pour les fondations superficielles, on a clairement observé, après on dit une forte dispersion, il n'y avait pas beaucoup de réponses, mais on va dire sur une dizaine de réponses, on a une variabilité assez forte sur l'estimation de tassement, clairement liée au choix de la loi de comportement, à commencer par les modules.
On a vu dans certaines réponses des choix explicitement faits en lien avec le module pression, disons on a pris 3 à 6 fois EM, etc. Mais globalement, c'est clairement le choix du module qui va piloter les valeurs de tassement, mais il y a aussi, comme il avait été souligné par Laetitia, l'aspect, la difficulté, notamment pour le terrain sableux, à apprécier la résistance au cisaillement pour rendre compte de ce qui a été mesuré in situ à partir on va dire, d'un couple CFI. C'est pas toujours aisé quand il s'agit d'un matériau sableux. Et donc, c'est ce qui fait que peut-être les tassements qui ont été estimés sont probablement très entachés par de la plasticité qui se développe prématurément. Et donc, voilà, donc cette fondation superficielle, le principal enseignement, c'est que il y a une question sur le choix des modules et puis difficulté à rendre compte des résistances mesurées, in situ. Sur les fondations profondes, là, malheureusement, on a eu peu de réponses exploitables, donc c'est difficile d'en tirer des tendances, on va dire, sur une population de réponses, mais néanmoins, on a vu que vis-à-vis de tout ce qui est déplacement, les réponses se raccordaient assez bien. Donc, Pierre de la Vernay disait qu'effectivement, est-ce que certains participants n'ont pas cherché à se caler sur des modèles analytiques? Sans doute. Donc, en tout cas, ça avait l'air, les résultats obtenus ont l'air assez pertinents par rapport à ce qu'on obtiendrait avec des approches empiriques, etc. Les ordres de grandeur en déplacement étaient bien captés. La charge de rupture l'était un peu moins. Donc un peu plus de dispersion sur la charge de rupture. Et là, c'est quelque chose pour lequel on avait la réponse. On pouvait estimer QS, on a la contrainte limite en pointe. Donc c'est quelque chose pour lequel il y avait un point de repère. Et le comportement transversal, à notre grande surprise, au fait, ça a été plutôt bien appréhendé par rapport à un calcul, l'application, on va dire, littérale des modèles PY que l'on pratique depuis 40 ans dans les fascicules 62, les normes, etc. Et puis, le dernier exemple, qui est, au fait, on va dire, l'exemple le plus élaboré, et pourtant, c'est celui qui semble avoir été le mieux réussi. La raison est que c'est le seul exemple pour lequel les données, le dossier géotechnique est exprimé à partir de paramètres de laboratoire qui sont beaucoup plus simples à exploiter pour alimenter une loi de comportement. Il y a des alimentations, il y a certains paramètres qui peuvent être utilisés directement, et non pas indirectement, comme c'est le cas des paramètres pression. Et donc, ce qui fait qu'on a une faible dispersion sur les résultats en déplacement. On a été quand même surpris sur les résultats en termes de coefficient de sécurité vis-à-vis de la stabilité au grand glissement, etc. À court terme, c'est plutôt bien capté. À long terme, on voit bien que tous les participants n'ont pas tous réussi à capter, ou en tout cas à simuler la montée progressive de la résistance au cisaillement avec la consolidation. Donc, est-ce que c'est volontaire? Voilà. Votre micro, s'il vous plaît. Voilà donc ce que j'avais à raconter, et puis aussi ce qu'on avait observé aussi, que la vitesse de consolidation, qui là aussi dans l'appréciation nécessite effectivement de remonter à la perméabilité à partir d'un CV qui serait mesuré à l'appareil odométrique, etc. Donc là, il y a une phase d'interprétation et visiblement les différents modèles ne se valaient pas, mais bien qu'on ait à la fin réussi tous à capter le bon tassement final. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Et à toi, Fabrice. Oui, on voulait terminer par quelques enseignements que nous retenons en tant qu'organisateurs. C'était la première expérience du challenge, et on a sûrement, a posteriori, on pense qu'on a été sûrement trop ambitieux en proposant 3 exercices avec différentes situations de sol, de cas de charge, etc. Et également que les délais étaient peut-être beaucoup trop courts pour que l'on ait une participation, je dirais, importante. On a eu une analyse des résultats qui a été rendue difficile par un certain nombre de choses. La première, c'est que finalement, même si on l'avait demandé, tous les participants ne fournissent pas nécessairement une description suffisante de leur modèle.
En particulier, la façon dont ils ont pu déterminer ou justifier les valeurs de paramètres qu'ils ont introduits dans leur calcul. On a eu aussi, je dirais de manière plus simple, des interrogations sur la façon dont certains ont pu remplir les fichiers de résultats que l'on avait préparés. Notamment, on pense qu'il y a un certain nombre de résultats où l'unité n'est pas celle que l'on avait souhaitée, où la convention de signe n'a pas été respectée. Enfin, en tout cas, peut-être le plus important, c'est la notion d'unité. Finalement, on se demande si c'est des kilonewtons, des tonnes ou autre chose qui nous a été fourni, ou des centimètres ou des mètres. Voilà. Le quatrième point, c'est que finalement, on s'attendait, notamment dans la partie descriptive des modèles, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être une validation, une comparaison un petit peu plus explicite avec d'autres approches, notamment voilà, si la personne a calibré une valeur de paramètre par rapport à des résultats, par rapport à une charge de rupture de type pressiométrique par exemple, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu plus d'informations là-dessus, et manifestement on a peu de participants qui ont fait ce type de petit exercice certes de faire une modélisation, mais à côté d'avoir un petit calcul de point de table ou une référence à une méthode plus éprouvée, je dirais, plus classique. On a été étonné, même si c'était quelque chose qui était possible dans le principe du challenge lui-même. On parlait de modélisation numérique, on n'était pas nécessairement axé sur modèle numérique, méthode des éléments finis. On s'attendait à ce qu'il y ait aussi des réponses de type un petit peu classique, hein, coefficient de réaction, méthode TZ ou méthode PY pour le calcul des pieux notamment. Alors soit direct, soit en tant que réponse, soit en tant que élément de validation ou de comparaison du modèle numérique à élément fini, avec des approches un petit peu plus classiques. Mais voilà, malgré ces difficultés dans l'analyse, malgré ce côté un peu trop ambitieux du challenge que l'on avait imaginé cette année, on pense tout de même qu'il y a des enseignements intéressants à tirer des résultats. On a vu qu'il y a une motivation quand même qui était intéressante, notamment des jeunes, alors des jeunes étudiants, stagiaires ou des jeunes ingénieurs. Donc on pense que c'est une expérience à réitérer, alors à revoir un peu le périmètre ou la complexité ou l'ambition du sujet, mais on pense que c'est une expérience à réitérer. Donc on pense notamment proposer au printemps prochain un autre challenge de modélisation sur des ouvrages de type soutènement. Ce qui n'est pas noté sur le transparent, mais c'est que l'on pense aussi à valoriser le travail qui a été fait ici. Nécessairement aujourd'hui, on a fait une synthèse assez courte des résultats. On pense rédiger un document qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la description des résultats obtenus, dans l'ensemble des résultats obtenus, et aller un peu plus loin dans l'analyse qui en est faite. Donc on pense faire ça dans les prochaines semaines. Et puis donc sinon, pour nous, ça a été une très bonne expérience, et donc on pense que pour la communauté géotechnique, c'est intéressant de pouvoir continuer. J'ai oublié un autre élément, c'est que on a vu un certain nombre d'étudiants participer. On pense aussi que ce challenge, ces mêmes exercices, pourraient être diffusés auprès des organismes de formation, enfin des universités, écoles d'ingénieurs, etc., pour servir de support peut-être à des exercices dans le cadre des enseignements. Ça pourrait sûrement être intéressant comme valorisation de ce challenge de modélisation. Et puis donc, Fad, tu veux dire quelques mots sur le guide? Non, c'était juste pour rappeler le lien pour ceux qui veulent aller plus loin, et puis préciser que voilà, donc la réalisation de ces exercices au fait cibler particulièrement le chapitre 6
du guide dans lequel il y avait des orientations explicites pour ces cas bien précis de semelles de pieux et de remblais sur sol compressible. Voilà. Voilà, et puis donc, pour terminer, juste peut-être le dernier transparent, avant de laisser la place aux questions ou aux échanges. On vous donne également rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu le 12 novembre à 17h. Alors 17h, c'est un horaire un petit peu particulier, mais ça s'explique par le fait qu'il y aura des intervenants qui ne sont pas basés en France, mais à l'étranger. Et donc ce webinaire, eh bien, il aura pour sujet l'application pratique du machine learning en géotechnique. Vous avez toutes les informations sur le lien qui est indiqué ici, et vous recevrez de toute façon une alerte par mail sur ce webinaire. Voilà, je pense qu'on va pouvoir ouvrir alors à la discussion et peut-être d'abord répondre aux questions ou commentaires qui ont été posés sur le chat. Oui. Je ne sais pas, Laetitia, j'ai l'impression que tu as commencé à répondre à des commentaires. Oui, alors il y a donc, une première question qui était question sur les résultats de charge de rupture entre les paramètres de cisaillement et les paramètres pressiométriques. Donc en fait, on précise que c'est des résultats qui ont été obtenus par les approches analytiques de calcul de portance des fondations. Donc dans un cas avec la méthode pressiométrique et dans un cas avec la prise en compte des caractéristiques de cisaillement et avec les coefficients NC, N gamma, etc. Les dites propriétés pressiométriques sont celles de l'énoncé. Et les paramètres cisaillement, c'est ce qui avait été affiché à l'écran. Voilà. Donc, ensuite, une question concernant le recalage pour l'étassement des pieux avec la méthode Franck et Zhao. Donc, malheureusement, comme Fabrice tu l'as dit, on a eu peu d'explications des choix de paramètres retenus. Après, en effet, on pense qu'il y a des choix qui ont été faits avec des approches analytiques, mais qui n'ont pas été explicités. Qu'on s'entende bien, c'est pas négatif. Enfin, je veux dire, on a tout à fait le droit, c'est tout à fait légitime effectivement, de faire un modèle numérique et pour des paramètres qui sont un peu, je dirais pas incertains, mais voilà, d'essayer de se recaler par rapport à des approches connues. Tout à fait. Surtout si l'idée, c'est d'avoir ce principe-là sur une structure géotechnique très simple, comme semelle ou pieu, et avec dans l'idée d'étendre le modèle ou la problématique à un cas plus complexe. Donc, et c'est vrai qu'on s'attendait à avoir un petit peu plus d'éléments, je dirais, d'arguments dans les présentations des modèles. Ensuite, pour le cas des semelles, la comparaison des résultats est faite en termes de résistance à la rupture entre les données pressiométriques et les données CFI. Ne devrait-on pas plutôt comparer les valeurs de calcul de résistance RVD à l'ELS dans le cadre de la portance ELS? En effet, les facteurs de sécurité diffèrent entre ces deux approches, entre la méthode pressiométrique à 2,76 et l'approche C'-Φ' à 4,6. Pour conduire au même résultat en termes de valeur de calcul de portance ELS, les valeurs de calcul à la rupture doivent être 1,6 fois plus grandes avec l'approche CFI qu'avec l'approche pressiométrique pour conduire à la même portance ELS. Alors, les valeurs qui étaient comparées, c'était les valeurs de rupture. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas comparé vis-à-vis des résistances qui prennent en compte les coefficients de sécurité. Les coefficients partiels. Donc voilà, c'était pas les valeurs de tassement pour une charge ELS donnée. Par contre, il est vrai que pour obtenir la même valeur de résistance RVD
il faudrait en effet avoir des caractéristiques du coup de fait de cisaillement plus importantes que celles qui ont été affichées pour une même portance ELS, donc ce qui conduirait à majorer encore plus ces caractéristiques de cisaillement. Don't borrow money to look so expensive on social media. No. We can only like your pictures. We won't help you to pay your. Oups. Parce que déjà, on a du mal à atteindre les propriétés, enfin les résistances pressiométriques sans ce rapport 1,6, je pense que. Mais cela dit, le but c'était d'avoir de capter la résistance physique, quoi. C'était pas une approche de dimensionnement. Mais au fait, par un peu juste pour conclure sur cette question-là, tout dépend du point de départ. Là, on a un point de départ où la valeur pressiométrique est donnée. On connaît la capacité portante de la fondation et on connaît par conséquent son domaine de service. Donc après, effectivement, il faudrait choisir des CFI qui permettent au moins de rendre compte de la charge de rupture. Après, voir qu'est-ce qu'on entend par domaine de service, conventionnel ou physique, ça c'est un autre débat, effectivement. Mais juste pour fermer la parenthèse, le 4,6, c'est parce qu'on a tendance généralement à surestimer la capacité portante quand on l'estime à partir des CFI d'une part, et aussi parce que on a peu de retour d'expérience sur ces approches-là, et qui fait que cette dispersion est couverte par un facteur modèle plus important. Alors, en ce qui concerne la stabilité du remblai, est-il possible que la rupture observée chez certains ait lieu dans le corps du remblai lui-même, avec des cercles de rupture dans le remblai et pas en profondeur, et non la cise en argile, et ce qui pourrait expliquer l'absence de différence entre le court terme et le long terme. Donc, est-ce que les participants de 8 ont modélisé le remblai comme un volume élastique? Faudrait pas, parce qu'en tout cas, on aurait une résistance infinie, mais effectivement, ça peut expliquer. Ça peut expliquer parce que dans les simulations qu'on avait faites de notre côté aussi, Laetitia, tu as dû observer que la stabilité au pied était un peu difficile à gérer. En particulier à long terme, avec une rupture à obtenir dans les couches profondes, plus difficile à avoir en effet. Ça peut expliquer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller plus loin dans cette année. Je pense que sur le volet facteur de sécurité, la mémoire que j'ai des résultats, c'est que finalement, il y avait relativement peu de participants qui donnaient une vue du mécanisme de rupture. Même si on l'avait demandé, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la réponse comme ça. Ça peut être effectivement une réponse, mais je ne suis pas sûr de pouvoir la valider. Et la dernière question, faut-il utiliser les facteurs Oups. L'avant-dernière. Ouais, donc les facteurs partiels pour le facteur de sécurité par la méthode CFI. Alors, j'aurais tendance à dire non. Faut-il? Non. Enfin, il n'y a pas jamais d'obligation, mais on peut, si on veut, faire un dimensionnement au titre de l'Eurocode 7 et ses normes d'application, et à ce moment-là, on met des facteurs partiels avant de lancer safety, et on visera avec la CFI réduction un facteur qui correspond au coefficient modèle, par exemple. Mais ce qui était demandé ici, ce qui était affiché, c'est un facteur de sécurité global avec sans aucune pondération partielle des propriétés de cisaillement. Une autre question? Bonne question. Ouais.
Non, la réponse à la question quel facteur modèle, bah, c'est 2 en conditions drainées, 1,2 en CU. Si on doit faire un dimensionnement, donc estimer la capacité portante à l'ELU, à l'ELS, etc. À la charge de rupture. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? J'ai l'impression que la question de la personne là, qui a posté la question sur le coefficient de modèle, elle porte sur un tableau dont je ne me souvenais plus, qui doit être dans la norme, où on parle d'un calage Ouais. spécifique pour ces primes fait prime en méthode numérique. J'avoue que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ouais. Je l'ai jamais pratiqué ça. Effectivement, il faudrait revenir peut-être dans le pour voir s'il y a un commentaire sur cette valeur-là, enfin, sur ce tableau-là. Bah, à défaut de ce cas-là spécifique, c'est 2 et 1,2. Ouais. Voilà. Pierre Burtin. Avez-vous observé des différences de résultats suivant le logiciel utilisé? Alors, je dirais, enfin, en tout cas pour moi, ce que j'ai observé sur la partie fondation en profonde et comment remblai sur sol compressible, il y a finalement relativement peu de réponses, alors encore moins de réponses qui correspondent à des logiciels autres que Plaxis. C'est vrai que enfin, ce qui ressort, c'est que c'est quand même essentiellement Plaxis qui a été utilisé. Je pense qu'il y a relativement peu de réponses pour pouvoir affecter des différences dans les résultats au logiciel en lui-même. Voilà. Il aurait fallu en avoir plus pour pouvoir le faire. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que l'outil amène Non. des différences. C'est plutôt la façon dont l'utilisateur, je dirais, manage l'outil qui amène des différences. Voilà. Alors, une question. Comment peut-on tenir le frottement latéral dans les modèles volumineux pour les fondations profondes? Alors, je pense que la question, c'est comment représenter le frottement latéral dans des modèles où la fondation est représentée de manière volumique. Il me semble que majoritairement, c'est par l'introduction d'un élément d'interface spécifique entre Tout à fait. le modèle volumique qui représente la fondation et le modèle volumique qui représente le sol. Et à ce moment-là, ces interfaces en général je pense que le modèle classique de comportement, c'est un modèle de type Moore-Coulomb, voilà, avec une cohésion, un angle de frottement qui sont associés. Donc ça, c'est quelque chose qui est explicitement décrit dans le guide de CFMS. Et en l'occurrence, si on veut rendre compte du fait que le frottement ne peut pas excéder QS, une façon de faire, c'est d'affecter à l'interface une loi de comportement, un critère de type Moore-Coulomb, avec une cohésion qui vaut QS et un angle de frottement nul. Donc C égale à QS, phi égale à 0. Avec ça, vous êtes sûr que le taux, le cisaillement ne peut excéder la cohésion qui vaut donc QS. Donc c'est comme ça qu'on fait pour contrôler le frottement latéral à l'interface sol-pieu. Alors, je ne sais pas si la prochaine question est relative à celle qu'on vient de voir, mais est-ce que cette méthode de modélisation est valable pour des semelles isolées? J'avoue que je ne suis pas sûr de voir.
La question, enfin, je pense qu'on peut répondre, enfin, il me semble qu'on peut répondre à la question. Effectivement, Laetitia a évoqué des difficultés ou en tout cas une disparité des profils de contraintes sous la fondation, sous les fondations superficielles qui ont été obtenues. Ça faisait partie des choses qu'on demandait, qu'on n'a pas présentées ici. Et effectivement, une des réponses, enfin, une des choses qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, une fondation superficielle associée à une interface permet de peut-être mieux représenter la physique du problème et d'éviter en particulier qu'il y ait des choses un petit peu d'ordre numérique qui apparaissent, des concentrations de contraintes ou des profils de répartition de contraintes qui ne soient pas physiques. Si c'était ça la question. Et éventuellement, pour compléter ce que tu dis, dans le cas d'une semelle isolée, on peut réaliser une modélisation aux éléments finis, mais en 3D, notamment si on est sur des semelles carrées ou rectangulaires, et donc pas en 2D déformation plane, et uniquement en axe symétrique dans le cas où on est circulaire. La question suivante, avez-vous un avis sur les causes de dispersion des résultats, choix et sensibilité des modèles, choix des paramètres, facteurs humains, expérience, erreur? Je dirais un peu tout ça, un peu de tout. Et, moi, il me semble que, enfin, je parle à la place de mes collègues, mais il me semble qu'on a, encore une fois, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir, enfin, pas suffisamment de réponses pour pouvoir tirer des grandes conclusions. Donc, effectivement, les dispersions des résultats, ben, il y a un peu de toutes ces origines, toutes ces sources de dispersion, je pense, effectivement. Notamment dans les phases 1. On a vu que dans les phases 2, quand on fixe un peu les choses, on a une dispersion un peu moins importante des résultats, peut-être. La question suivante. Oula, ça monte. Est-ce que juste un critère de rupture pour la prise en compte du frottement ou il faut également intégrer une raideur verticale pour connaître le niveau de frottement mobilisé? Donc, je viens de répondre à l'écrit. Donc, le critère de rupture suffit, en fait. L'interface, c'est vraiment une relation de type tout ou rien. Une raideur propre à l'interface a très peu d'incidence sur le résultat. Ça veut dire, pour savoir le frottement mobilisé, ce qui va piloter ce comportement-là, c'est plutôt le module qu'on met dans le sol autour. À ne pas confondre avec la raideur d'un loi Franck-Ezao d'un modèle TZ, qui n'est pas la raideur d'interface. Hein. C'est pas la même chose. Alors, je ne sais pas ce que... Alors, il y a une question, j'aimerais bien recevoir les modèles numériques pour démonter les erreurs effectuées par les concepteurs. Je pense que ça, on avait bien indiqué aux participants qu'on gardait les résultats pour nous, en anonyme. Vous avez remarqué, il n'y a absolument aucune référence à des noms de participants ou de sociétés, etc. Donc, non, sur ce point-là, on ne donnera absolument rien en termes d'éléments de réponse. Ouais. Je ne sais pas si c'est la dernière question. Ne devrait-on pas imposer un formalisme, quel que soit le logiciel élément fini, pour décrire l'ensemble des hypothèses d'un modèle? Donc, sol, structure, interface, conditions limites, taille de modèle, etc. On n'impose pas, on propose des choses. C'est l'idée des recommandations qu'on a indiquées. On ne va pas se mêler d'une part à la façon dont les logiciels élémentaires sont conçus, la façon dont la personne l'a écrit, les options qu'ils ont pu prendre sur la représentation de tel ou tel phénomène, tel ou tel élément, le modèle de comportement qui est pris en compte, etc. Enfin, on n'a pas à rentrer non plus dans cette question-là.
En revanche, c'est, il me semble, ce que l'on a fait dans le guide, c'est par rapport à un certain nombre d'éléments, des conditions limites, la géométrie, la prise en compte du modèle de sol, etc. On a donné quelques éléments, quelques indications, des recommandations, une association entre, je dirais, un niveau minimum de pertinence et le problème posé. Je pense que c'est tout, ça a été tout l'objectif du guide. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, plus de remarques, on va pouvoir terminer, clore ce webinaire. On vous remercie pour votre participation, donc pour votre présence pour ce webinaire, et on remercie encore, j'espère qu'il y en a dans les participants là, et on remercie ceux qui nous ont envoyé des réponses à l'un ou à l'autre des problèmes qui étaient proposés. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain challenge qui sera probablement au mois de mai. On le lancera probablement au mois d'avril ou mai, et qui, normalement, devrait porter sur la thématique des soutènements. Donc, avec des questions d'interaction sol-structure peut-être encore plus prégnantes qu'on a pu aborder dans les exercices de cette première édition. Merci beaucoup. Et puis, moi, je remercie Laetitia et Fad pour leur contribution très, très forte à cette première édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.